Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau magazine de votre rendez-vous footballistique du lundi soir sur TV Sud. Toute l'actualité du Nîmes Olympique pour revenir entre autres sur la belle victoire des Crocos vendredi soir du côté du stade Dominique Duvauchel à Créteil, 2-0 face à l'US Créteil-Lusitanos, et puis également la préparation de ce grand rendez-vous de la 37e journée ce vendredi à partir de 20h au Costières avec la réception du Poré-sur-Vie pour le dernier match à domicile de la saison. Tous les supporters des Crocos sont attendus tout de rouge vêtus pour cet ultime rendez-vous à domicile de l'année en national, avec notamment des réservations ouvertes ce mercredi et ce vendredi. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Pour évoquer cette actualité, plusieurs invités du très beau monde ce soir sur le plateau de Croco Hebdo. Avec nous ce soir, le gardien de but du Nîmes Olympique, Cyril Merville. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, on retrouve le buteur de la semaine dernière et de vendredi soir, le deuxième but qui a fait un bien immense au Croco, Mohamed Ben Yahya. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à côté de vous, messieurs, quelqu'un qui a porté le maillot rouge du Nîmes Olympique à deux époques différentes, également celui de Guingamp ou bien des Blancs du côté de Lille ou de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de monsieur Johnny Ecker. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous, Johnny. Et puis face à vous, nos consultants d'ores et déjà prêts. Ils ont affûté leur corde vocale en vue de la soirée qui nous attend vendredi au Costières. Olivier Martinez, bonsoir. Salut à toutes et à tous. Ainsi que Patrick Champ. Salut Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde et à Johnny, surtout ancien Nîmois et qui est toujours présent sur les terrains avec les anciens, donc j'y tire un coup de chapeau. Il a joué, il a démarré à Beaucaire quand même. Ouais, qui a débuté à Beaucaire. Bonjour Beaucairois. Bonjour Beaucairois. Tiens, puisqu'on parle des Beaucairois, Johnny, je vais de suite vous faire la première passe de cette émission avec l'agenda à noter d'ores et déjà pour les passionnés du ballon rond, 26 et 27 mai, le week-end de Pentecôte. Un rendez-vous dans cette belle ville du Gouvernement latin de Beaucaire pour celles et ceux qui se limitent aux Français. Ouais, tout à fait. Un gros tournoi, où certes pas le plus gros de la région, mais je pense qu'en nombre, oui, parce on va rassembler plus de 900 gamins sur 2 jours, donc sur 4 catégories, avec du beau monde, 5 clubs professionnels, 2 pays, 80 équipes. Donc ça va faire pas mal de monde sur 2 jours, c'est bien. Alors c'est du côté des extérieurs de Beaucaire. Hein. C'est à la Moulinelle. On a la chance et le plaisir d'avoir 4 terrains gazonnés d'une excellente qualité. Donc on sera présent sur ces 4 terrains sur ces 2 jours. Comment se passe votre vie footballistique justement du côté beaucairois? Très occupé, très bien. Le monde professionnel, on l'a quitté. Moi je m'occupe des gamins maintenant, puisque il est vrai que j'ai suivi mon fils. Et je suis responsable des jeunes à Beaucaire. J'ai mis mon diplôme, donc je suis aussi avec certains éducateurs pour leur donner un petit coup de main et leur faire certaines séances jusqu'au 17 cette année. Donc voilà. Donc j'ai eu la fibre de ces enfants maintenant, parce que les seniors, ça allait un moment, et maintenant on va essayer d'apprendre les connaissances tout au long de ma carrière que j'ai pu apprendre pour ces enfants qui en valent la peine. On sait que le Nîmes Olympique est pour vous un club de cœur. Oui. J'imagine que vous êtes toujours très attentif aux résultats des Crocos cette saison. Ah oui, je l'ai toujours été, je le suis encore. Je serai d'ailleurs présent vendredi. Voilà, de tout cœur, avant. C'est sûr que moi, mon club de cœur, même si je suis passé dans d'autres clubs où j'ai vécu des choses extraordinaires, ça reste bien sûr le Nîmes Olympique, puisque j'ai débuté là et c'est mon club où j'ai été formé. Donc j'en suis très fier d'ailleurs. Et avec cette finale de Coupe de France d'ailleurs, qui restera dans les 1996. annales, Ouais. et qui aura offert un double titre à Auxerre, qui malheureusement descend. Ouais, descend. Donc voilà, c'est un lien. Ça va très vite dans le football. Après 32 années passées dans l'élite, Auxerre en effet se retrouvera en Ligue 2. On l'espère, face au Nîmes Olympique. On aura plaisir à aller faire déplacement du côté du stade de la Baie des Champs pour suivre. Non, Patrick, si à consommer avec modération, ne commencez pas à faire ce genre de remarques. Même si on a une passion du rouge, les rouges du Nîmes Olympique, bien évidemment, voilà, qui était en déplacement vendredi soir dans le cadre de la 30e journée du championnat de France de national. On va lancer quelques images pour découvrir l'entrée des joueurs de l'US Créteil-Lusitanos
et du Nîmes Olympique qui évolue dans ses couleurs traditionnelles dans ce stade de 12 500 places qui sonnait quelque peu creux, Cyril Merville, vendredi soir. Comment vous avez ressenti l'ambiance? C'est vrai que c'est assez particulier. On avait ressenti déjà au Paris FC devant, je sais pas, 300-400 personnes dans des stades qui peuvent accueillir beaucoup plus. Surtout à Charletti, il y a une piste d'athlétisme À Créteil aussi. Qui n'aide pas. Hein. À Créteil aussi. Donc c'est assez particulier. C'est vrai que c'est un peu les ambiances du national et en toute honnêteté, j'espère ne plus les connaître. Vite remonter un Ligue 2, d'autant plus qu'il y aura du moment. On voit ici les poignées de main avec les arbitres entre les deux équipes, le TOS avec le capitaine du Nîmes Olympique, Benoît Poulain, et puis la traditionnelle photo sur l'ambiance qui a précédé ce déplacement. Mohamed, quelle a été un petit peu la préparation du groupe et on va dire la motivation des joueurs dans ce déplacement dont on savait l'importance pour la suite de la saison? Au niveau... déjà, tous les joueurs étaient déjà préparés mentalement. Ça fait toute la semaine, on n'a pas arrêté de le répéter. Il fallait gagner. On n'avait pas 36 000 solutions. Et voilà, il fallait gagner. Cet objectif de la victoire qui s'est transformé, on va le voir de façon assez significative avec ces 2 buts inscrits, un en première et l'autre en seconde mi-temps. On va voir d'abord le 11 de départ aligné par Jean-Luc Vasseur vendredi soir sur la pelouse de Duvauchel. Avec une surprise, c'est le gardien Ferrand qui a été titularisé, avec une charnière, le capitaine Di Bartolomeo da Cruz, dans les couloirs Mahon et Thomas. Nirlo et Laïfa à la récupération. Sur les ailes, Partouche et quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Nîmes Olympique, Othman Jelilaïn sur l'aile droite et Sombe Marquez à la pointe de l'attaque cristolienne. Olivier, quel commentaire à faire sur cette composition de Créteil? C'est, j'ai envie de dire, un schéma classique avec 2 récupérateurs, 2 joueurs qui sont capables de rentrer dans le cœur du jeu et d'écarter lorsqu'ils ont le ballon, d'exploser sur les côtés, avec 2 attaquants. Il y a de l'expérience derrière avec Di Bartolomeo, c'est costaud. Da Cruz, c'est des joueurs qui sont habitués aux joutes du national. C'est une équipe solide qu'il fallait prendre avec des pincettes. Il fallait vraiment les respecter. Le Nîmes Olympique a fait ce qu'il fallait encore une fois parce qu'on va s'apercevoir plus tard, en fin d'émission, qu'il ne fallait pas perdre un seul point à Créteil. Et tous les points sont précieux. Du côté de Thierry Froger, l'équipe alignée au moment du coup de sifflet était la suivante avec Cyril Merville, notre invité, dans les cages. Une charnière qui retrouve, on va dire, son aspect classique avec Benoît Poulain, le capitaine, et Vincent Carlier. Jonathan Parpex, toujours en l'absence de Maxime Poungé, aligné dans le couloir gauche avec Moussa Sidibé à l'opposé. Sébastien Piocel qui récupérait une place de titulaire du fait de la suspension de Habib Jean Baldé. Yassine Adou. Steve Agui sur l'aile droite prenant la place d'un Morita Laogounbi, se retrouvant derrière la pointe Sédou Koné, à cette place qu'il affectionne particulièrement, et Nicolas Bénézé du côté de l'aile gauche. On voit quand même une équipe bien installée avec des joueurs qui ont fait leurs preuves, Patrick, tout au long de cette saison. Oui, effectivement. En plus, Parpex, il avait l'habitude de jouer quand même sur le côté gauche. Et moi, je trouve que là, il est à son aise aussi. C'est plus que pour boucher un trou. Je crois il a été très très bon. Et puis devant, avec Gounbi qui est juste derrière les attaquants, c'est quand même lui qui donne ses ballons de but. On voit encore, je crois qu'il a une passe décisive. Et on a quand même un quatuor offensif qui peut, même avec les rentrées de Niflor et consorts, faire la différence. Et je crois qu'on est bien parti. C'est vrai que, comme l'a dit Olivier, il fallait à tout prix gagner. On l'a fait, on a souffert. Il a fallu que Cyril fasse quelques beaux arrêts aussi, mais je crois que maintenant il faut continuer et on a une finale à faire vendredi qui est hyper importante devant beaucoup de public et je crois que ça sera à l'avant-feria quelque chose de phénoménal au stade des Costières. A noter que Baldé était suspendu. Oui. Et retour de Stozic sur une feuille de match dans le groupe professionnel. On rappelle les locations justement pour le match de vendredi soir aux Costières à partir de 20h. Réservation ouverte mercredi toute la journée de 9h à 17h, ainsi qu'à la boutique du boulevard Victor Hugo, mercredi donc 16 mai et vendredi 18 mai, toute la journée avant le match. Venez bien évidemment en rouge principalement pour porter les Nîmois et peut-être revivre
cette belle soirée, Olivier, du mois de mai 2008 Ouais. avec la victoire face à Laval et la montée. Voilà, c'est pour ça. Pour nous, comme on n'aura pas l'occasion de recevoir pendant la feria, ça a été voulu. Ça va être notre finale à nous, donc il faut venir nombreux. J'en profite aussi pour souligner que les Red Warriors qui ont fait leur ferrade ce samedi là, pour justement offrir une belle peña dans les tribunes ouest pour ce match face Port et Survie. Donc il faut souligner qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et ils vont pouvoir mettre une grosse ambiance. On a eu la chance de vivre les 20 ans des Gladiators qui a permis d'avoir une ambiance magnifique aux Costières. Là, je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance vendredi. Donc voilà, c'est bien que les groupes de supporters aient des initiatives comme ça et prennent les choses en main. Il faut les féliciter et les encourager à continuer. Et d'autant plus que le club offrira 2000 places en pesage ouest à raison de 2 places par personne retirées à la boutique du Nîmes Olympique sur le boulevard Victor Hugo ainsi qu'au stade des Costières. Donc venez tous de rouge vêtus vendredi soir. Ils étaient de rouge vêtus vendredi soir également, dernier pour l'opposition face à l'US Créteil-Lusitanos. Victoire 2-0 pour les Crocos. Je vous propose de regarder le résumé de cette rencontre. Depuis sa défaite à Ajaccio en novembre dernier, le Nîmes Olympique n'a plus perdu à l'extérieur. 6 mois d'une invincibilité sur les pelouses adverses qui s'est à nouveau vérifiée vendredi soir au stade Dominique Duchauvel entre de l'US Créteil-Lusitanos, un club qui avait mis en difficulté les Crocos au match aller. À l'image du 3-partout concédé en décembre dernier aux Costières, les locaux allaient imprimer une domination nette dès les premières minutes de jeu. Toutefois, les joueurs de Thierry Froger n'allaient pas rester muets face aux velléités offensives des footballeurs val-de-marnais. Ainsi, dès la 3e minute de jeu, Sédou Koné allait défier le gardien Ferrand pour une balle finalement sauvée in extremis par Dacruz. 2 minutes plus tard, c'est Cyril Merville, le portier nîmois, qui réalisait un arrêt réflexe sur un tir de Marquez. Le ton était donné, mais c'est finalement les visiteurs qui allaient trouver la faille par l'intermédiaire du roi des passeurs crocos, Moritala Ogunbiyi, qui allait servir astucieusement Koné, le goléador nîmois décochant une demi-volée victorieuse dans les buts cristoliens. Un avantage d'un but pour les Nîmois qui allait remotiver les troupes de Jean-Luc Vasseur, l'ancien Nîmois Othman Jelilaïn étant à 2 doigts d'égaliser à la demi-heure de jeu, puis quelques minutes avant le repos. Au retour des vestiaires, Thierry Froger faisait rentrer le revenant Miodrag Stozic en lieu et place d'un Moussa Sidibé ressentant une douleur aux adducteurs. À la 56e minute de jeu, le coup franc adressé par Di Bartolomeo était repoussé par la barre transversale de Merville. Un peu contre le cours du jeu, le Nîmes Olympique allait aggraver la marque en inscrivant un second but à la suite d'un immense cafouillage dans la surface de réparation cristolienne. Ben Yaya décochant à la 66e minute de jeu une tête victorieuse pour son premier vrai but avec les pros. En match moyen en première mi-temps, mieux en deuxième, en tout cas mieux géré défensivement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Le but de Sédou nous fait du bien, mais c'est vrai que souvent d'ailleurs, quand on ouvre le score assez tôt, on déjoue, on laisse l'adversaire jouer. Et Créteil, il ne faut pas les laisser jouer. On a eu beaucoup d'opportunités où on n'était pas loin de la correctionnelle en première mi-temps. 0-2, l'affaire était entendue pour les Nîmois qui allaient gérer la fin de match en contenant les assauts de l'équipe val-de-marnaise, bien malheureuse devant les buts adverses. De tous les matchs qu'on avait pu voir sur Nîmes, ça paraît, on est toujours un peu sur le même ressenti, mais ô combien efficace. Une équipe qui est bien en place, qui a quoi, 3, 4, 5 occasions ce soir, et puis qui en met 2. Surtout sur les 2 premières, quoi. Ils font mouche tout de suite. Et c'est une équipe solide, voilà, une leçon de réalisme. Je pense qu'ils ne sont pas là par hasard. Une démonstration de réalisme à la nîmoise qui conforte l'équipe de Thierry Froger dans le trio de tête de National, au cœur d'une fin de saison où les 5 équipes concernées par la montée semblent bien décidées à ne rien vouloir lâcher. Et un remerciement à MS Vidéo et à la Web TV de l'US Créteil-Lusitanos pour ces images de la rencontre entre Créteil donc, et le Nîmes Olympique. Lorsqu'on revoit le déroulé de cette partie, Cyril Merville, on se dit que 2-0, match plein pour les Nîmois. 2 buts sur 3 tirs, on parlait de réalisme, on ne peut pas le traduire d'une meilleure manière que celle-ci. C'est clair que sur ce match-là, on a été super efficace. Ça nous a manqué pas sur le dernier match de Luznac, mais sur les 2 matchs d'avant où on n'avait pas su marquer. Et nos attaquants, là, en ce moment, sont en train de revenir super bien et au bon moment surtout. Donc il faut déjà les féliciter et aussi féliciter aussi tout l'ensemble de l'équipe pour les efforts qu'elle fournit
sur les aspects défensifs parce que sur un match comme celui de Créteil, c'était très important. Très important en effet avec cette victoire de 2-0. C'était la 6e défaite à domicile pour les hommes de Jean-Luc Vasseur. Une équipe pas évidente à jouer, mais qui a souvent connu le revers sur sa pelouse. En revanche, la 8e victoire à l'extérieur des Nîmois cette année en championnat. Rappelons que ceux-ci ont engrangé pas moins de 31 points lors de leur déplacement, ce qui en font l'équipe la plus efficace et la première de l'équipe de nationale, justement loin de ces terres des Costières. Un seul carton jaune adressé à la 67e minute de jeu à Vincent Carlier, et puis d'autres actions qu'on va revoir dans les meilleurs moments de la première mi-temps. On le disait dans le résumé, des Cristoliens qui ont immédiatement pressé, même si on voit ici la manière avec laquelle la défense francilienne récupère le ballon sur Sédou Koné. On était un petit peu limite là, Patrick. Mais disons qu'eux, ils jouaient plus, ils ne plus rien. Ils ont joué leur va-tout. Ils savaient qu'au niveau olympique, il fallait qu'ils gagnent pour rester dans le coup pour la montée. Donc ça a donné un match plein. Et c'est vrai que là, Cyril Merville a été obligé d'intervenir 2 ou 3 fois. Ça a été quand même un match plus difficile que l'indique le score, ce qu'on disait. Il y a eu l'efficacité cette fois-ci, qu'il n'y a pas eu contre Ajaccio et d'autres équipes. Mais je crois qu'on revient au top, et même défensivement, avec Merville qui refait des gros matchs et qui arrive au bon moment, Cyril. Et puis nos attaquants, quand on voit Koné, ce but, il est magnifique. Sur une belle passe encore du meilleur passeur du national, mais je crois que c'est le meilleur passeur de la Ligue 2 et de la Ligue 1, puisque je crois qu'il en est à 19 ou 20 passes décisives. C'est quand même quelque chose de colossal. Et en plus, il a marqué 7 ou 8 buts, et je ne sais plus parce que je ne tiens pas les comptes, mais je crois qu'avec ce joueur, c'est une perle dont nous disposons. Oui, ils se suivent à la culotte, Moritala Ogunbi et Sédou Koné. 19 buts pour le second et 19 passes pour le premier. On a vu cet arrêt décisif et cet arrêt réflexe, Cyril, dès la 9e minute sur Marquez. Vous avez été énormément sollicité parce que les ballons, lorsqu'ils n'étaient pas cadrés, passaient pas très loin des barres. Ça a été un match assez chaud pour vous. Non, c'est vrai que sur ce match-là, Créteil a eu pas mal d'opportunités. Ils ont rarement cadré. On a eu de la réussite parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont frappé la barre. Ils ont eu 2-3 frappes, mais pas très dangereuses. Et c'est surtout cet arrêt-là, au bout de 10 minutes à 0-0, qui nous permet de rester dans le match et de ne pas courir après le score. Et voilà, quoi, c'était un match, comme je vous l'ai dit, assez efficace dans les 2 zones de vérité sur un terrain de foot. On va revoir le but de Sédou Koné au quart d'heure de jeu, alors que Créteil imprimait beaucoup de pression sur le Nîmes Olympique. Non, là, on est sur la 2e mi-temps, donc on va revenir sur la touche qui est jouée par Jonathan Parpek, si mes souvenirs sont bons, qui va immédiatement trouver Moritala Ogunbi. Un amorti de Sédou Koné. Donc là, on est toujours sur la première mi-temps. C'est le but de Sédou Koné, l'ouverture du score qu'on va retrouver. Ça se discute, Olivier. Tant qu'on va retrouver les images, oui. Non, ça discute. Là. Faute ou pas faute? Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu... J'aurais tendance à dire faute. On dirait bien défendu. Disons qu'elle arrive trop tôt dans le match, celle-là. Bon allez, on va lancer les images, peu importe lesquelles, on va les commenter. Il n'y a aucun souci que ce soit la 2e mi-temps ou bien l'un des 2 buts que nous avons sélectionnés. On va lancer les images, peut-être, oui, non. Bon, sinon, Mohamed Mediania qui rentrait à la 5. Voilà la touche, on y arrive. Le premier but et l'ouverture du score, donc signé Sédou Koné, avec un amorti vraiment parfait, une longue touche de Jonathan Parpex. Une petite danse inédite signée Sédou Koné et Steve Agui. Ça, c'est un classique du genre cette saison avec le Nîmes Olympique. On va revoir ça au ralenti. Vraiment une phase de jeu, on va le voir là sur la touche. L'amorti de la poitrine. Cette balle qui est repiquée. C'est au toucher, c'est touché de balle. C'est très bien joué les deux. Ogunbi et puis Koné. Et puis là, qui est en confiance. Maintenant, on le revoit, il revient. Là, il est... Je pense qu'il va nous faire du bien sur les 2 derniers. Un modèle du genre. Mohamed, vous avez vécu ce but depuis le banc. On imagine la joie que vous avez partagée avec vos coéquipiers. Oui, effectivement, on a sauté de joie dès qu'il a marqué. On était soulagés parce que ça faisait pas mal de matchs qu'on n'avait pas marqué. Enfin, je parle du match d'Ajaccio et de Colmar. Et là, ça nous a fait énormément plaisir. Et voilà.
avec ce ballon qui va se loger dans les buts de Créteil. Alors, je voudrais poser une question à Johnny. Disons, par rapport du temps où tu jouais, il n'y a pas quand même très longtemps, comment tu vois la différence de point de vue le football, comment il a évolué par rapport au temps où tu jouais et actuellement, que penses-tu un peu du football actuel? Je pense que maintenant, moi, lors de ma formation, on était des défenseurs purs où on ne nous demandait pas d'être le plus technique. J'ai l'impression que maintenant, le football, il évolue énormément et assez rapidement et qu'on voit que les défenseurs maintenant, ou même les gardiens de but, puisque depuis qu'ils doivent jouer au pied, techniquement, il faut être au point aussi bien offensivement que défensivement. Donc je vois surtout la différence techniquement sur l'évolution du football. Après, défensivement, gagner des duels, ça a toujours été. La vitesse a toujours été là, pas pour tout le monde. Je sais de quoi je parle. On compense le placement. On compense. Oui, on compense toujours. Bon, après, il faut quelques années, mais après, l'expérience fait qu'on peut toujours compenser plus rapidement. Et puis, non, après, je pense vraiment, sincèrement, c'est surtout techniquement que le football a évolué. On va revenir sur les temps forts de la deuxième mi-temps, messieurs, avec l'entrée en jeu de Miodrag Stosic qui a pris la place de Moussa Sidibé dans le couloir droit. Un secteur de jeu dans lequel Stosic avait excelle. déjà évolué. Et il a déjà joué parce que lorsque Sidibé était déjà absent. Beaucoup s'adapter. On voit ici là cette balle qui frappe la transversale Il a point externe en fait. à la 56e minute de jeu. Vous le voyez partir comment le ballon sur ce Je ne le coup? vois pas très bien partir en fait parce que j'ai Nico qui sort devant et je le vois vraiment au dernier moment et en plus c'est le joueur de la point externe pied droit donc ça fait qu'il y a une trajectoire qui me fuit et je suis sur ce coup-là je suis complètement battu quoi. Donc on a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de réussite aussi. Et ça arrive, et on en a besoin aussi en football. Ouais. Les victoires se construisent aussi avec ce brin de réussite. Des Cristoliens qui, après l'aggravation du score à la 67e minute de jeu, vont accroître leur pression sur le but nîmois. On va voir pas mal de tirs décochés, pas forcément cadrés d'ailleurs. Et puis les Nîmois tentaient en contre, eh bien peut-être d'aggraver encore plus la marque, même si à 2-0, on va dire que l'essentiel était fait. Et encore une fois, les hommes de Jean-Luc Vasseur vont tenter d'inverser la tendance. Mais les Nîmois vont bien gérer ces 20 dernières minutes de la partie, avec ici les dernières actions et un dégagement au point. Et on a senti quand même sur les derniers instants, Cyril, une défense très solidaire devant votre but. Non, franchement, c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, on est beaucoup plus performant défensivement. Et là, sur les images qu'on peut regarder, on le voit, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour récupérer le ballon qui traîne ou récupérer une erreur du copain. Et c'est des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément au début de saison. Donc ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe qui est pour moi beaucoup... qui est meilleur que ce qui a été au début. Oui. Avec, paradoxalement, Thierry Froger qui s'étonnait dans la presse quotidienne régionale, et ses propos ont été d'ailleurs relayés aussi par Vincent Carlier, qui avait peut-être à la mi-temps, à 0-1, peut-être un manque de motivation, ou les joueurs qui ne réagissaient pas forcément favorablement, qui ne sont pas forcément allés trop au contact face à une équipe de Créteil qui était rugueuse. Ouais, je pense que c'était aussi la peur du résultat, dans le sens où on était obligé de faire un résultat, de gagner à Créteil, et peut-être que ça nous a un peu mis en dedans. On a mis un peu de temps à réagir, et c'est vrai qu'à la mi-temps, le coach, certains de l'équipe ont dit des choses, et ça a permis en deuxième mi-temps de repartir un peu de l'avant, et je pense que sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux que ce qu'on avait produit en première. Et en deuxième mi-temps, notamment 7 minutes après l'heure de jeu, il y a eu cette aggravation du score avec l'un de nos invités, Mohamed Benyaya, qui a inscrit comme je le disais dans le résumé, ce premier vrai but, cette fois-ci en professionnel, après l'épisode de la semaine passée. Et cette tête au second poteau, on sent que vous avez non seulement pris beaucoup de plaisir à bien ajuster cette tête et ensuite à partager ce but avec vos coéquipiers et puis avec le banc. Ouais, c'est clair. C'est mon premier but, entre guillemets, parce que, comme vous dites. J'étais très heureux parce que juste avant, Jérôme Arpignon
Avant de rentrer, juste avant le corner, il me dit monte à la tête. Et je veux que tu montes sur tous les coups de pied arrêtés. Et là, justement, je le remercie. Et voilà. Écoutez, Ça, Mais quand tu es rentré, vous êtes passé à 3 milieux défensifs, c'est ça, hein? je suis passé seul devant la défense avec 2-8. Voilà. Et quand même le mérite à cette équipe et à Thierry Froger d'aller toujours vers l'avant, parce qu'on voit qu'il n'a pas peur de faire passer Sentinelle devant. Donc voilà, c'est l'audace à payer. Ouais. Avec un ballon bien remis aussi par Sébastien Piocel, suite au dégagement de la tête de l'un des défenseurs cristoliens que l'on voit ici sortir, tête plongeante. C'est mal, hein. Et Sébastien Piocel qui va adresser cette balle. Le gars, il met du temps pour revenir, le défenseur. Il a mis la caravane. Le défenseur, le gardien. Il y avait Trigano derrière. Voilà. Le gardien, il ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il mérite. Il va pas. Être présent et lui mettre la tête. Tu as bien placé comme il fallait, mais il a dû prendre une soufflante quand même. 2-0, victoire du Nîmes Olympique sur la pelouse de Créteil. On aura l'occasion de revenir dans la seconde partie de cette émission sur les réactions des coachs respectifs, des deux clubs, également d'évoquer les résultats de cette 36e journée et de la lutte entre ces 5 équipes pour la montée en Ligue 2. 3 places seulement disponibles. Tout cela après une courte page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, la seconde période de cette émission avec un débat très coloré sur l'habillage et les tenues à arborer pour vendredi soir, Patrick. On sera en rouge. Voilà, tout le monde, il faut être en rouge. Pour le maillot. Porter les Nîmois vers la victoire et vers la montée en Ligue 2. Les rouges et blancs, un club, une histoire et le souvenir de grands joueurs, malheureusement, qui nous quitte avec l'information qui nous est parvenue, le décès de Mohamed Diong, qui est décédé à l'âge de 66 ans, l'attaquant sénégalais qui a porté les couleurs du Nîmes Olympique de 1968 à 1970, participant à 32 matchs en première division et qui avait marqué 9 buts. Il avait également porté les couleurs du Sénégal et participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Transmettons bien évidemment toutes nos condoléances à la famille et aux proches touchés par la disparition de Mohamed Diong, un joueur que vous connaissiez bien, Patrick. Oui, j'étais à l'époque stagiaire, c'était les premières années stagiaire, et lui c'était déjà un joueur confirmé. C'est quelqu'un qui allait très très vite, toujours à rigoler. C'était à l'époque, le siège était à l'industrie, c'était quand même super. Il y avait le café avant d'aller à l'entraînement, c'était quelque chose. C'était une époque, mais je crois que les anciens qui écoutent un peu cette émission se souviendront qu'il y avait des parties de cartes aussi qui étaient très intéressantes à l'industrie. Et puis des matchs qui résonnaient fort pour les adversaires, tout à fait. Qui osaient s'aventurer du côté de la butte de Jean Mouin. Jean Mouin, ouais. C'était une grande époque. Voilà, Mohamed Diong, donc, qui nous a quittés, qui juste après avait fini sa carrière du côté de la Arles, qui évoluait en deuxième division. Les souvenirs sont bons, justement, à l'époque. On va évoquer le retour et les réactions, surtout, des coachs du Nîmes Olympique et de l'US Créteil-Lusitanos après cette victoire des Crocos 2-0, je vous l'ai dit, vendredi soir. Jean-Luc Vasseur et Thierry Froger, leçon de réalisme, parlions-nous des propos que vous allez retrouver dans la bouche du coach cristolien. Je vous propose de l'écouter. On a eu peu d'occasions parce que très peu de jeux, une mauvaise récupération et je pense qu'on a beaucoup subi. Un adversaire qui joue, qui vous ballotte un peu à gauche à droite et ouais, on a eu beaucoup de mal, peu d'occasions mais efficaces. Ils sont sur un projet de jeu, ils sont sur une dynamique positive et puis ils avaient quelque chose à jouer ce soir. Nous, bon voilà, on essaie de préparer la saison prochaine. Donc il y en a qui sont dans l'expectative, dans l'incertitude. Moi le premier, donc quelque part c'est vrai qu'effectivement on a besoin d'avoir des garanties pour la saison future, pour savoir où on va et comment on va travailler pour la préparer. Eux ont quelque chose d'intéressant à jouer aujourd'hui, la montée c'est quelque chose de super, c'est pour ça. Mais non, nous on a donné tout ce qu'on a pu. On arrive un peu fatigué et puis mentalement c'est vrai que comme on n'a plus grand chose à jouer, on n'est pas dans le même contexte psychologique et mental que Nîmes, c'est normal.
Voilà, Jean-Luc Vasseur, le coach cristolien, on rappelle que Créteil n'avait plus grand-chose à jouer. En revanche, Thierry Froger a souligné à la presse vendredi soir qu'il était très important de tenir la cadence. C'est peut-être une obligation, Johnny, lorsqu'on joue en national, ne jamais baisser les bras lorsque l'objectif est de remonter immédiatement en Ligue 2. Alors, on sait très bien que le national est un championnat très difficile par rapport à la D2. C'est un championnat où il faut certes savoir jouer au ballon, mais il faut être présent physiquement. La saison est longue. On joue, entre guillemets, excusez-moi pour les équipes, dans des patelins, dans des stades qui ne ressemblent pas à des stades de football. Donc ça équivaut de temps en temps à des traquenards. Donc il faut vraiment être concentré et puis tenir ce que l'on travaille à l'entraînement. Donc je pense que Nîmes le fait très bien puisqu'ils sont à 2 journées de la fin, 3e et pas loin du but. Donc ce que l'on souhaite tous. Donc il faut continuer. Puis bon, si on veut gagner, il faut jouer de l'avant. Je pars du principe que j'ai vu des coachs qui m'ont toujours dit si on joue un match de football pour ne pas le perdre, on ne joue pas au football. Donc autant le jouer pour le gagner, au moins on a au bout quelque chose à apprendre. Au niveau de l'analyse de cette victoire, 2-0 sur la pelouse de Créteil, Patrick, on a entendu de la bouche de Thierry Froger une constatation qui revient fréquemment depuis à peu près un mois, à savoir qu'on déjoue souvent après le premier but inscrit par le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique a tendance à rapidement inscrire et ensuite à déjouer et parfois à se faire peur. À quoi on peut attribuer ce fait ? Je crois qu'on a tellement l'habitude de marquer un premier qu'après on se déconcentre un petit peu, on en fait un peu moins et puis après on relance l'équipe adverse. Et ça, c'est un peu toutes les équipes qui ont ce mal, c'est-à-dire au lieu d'enfoncer le clou, on essaye de récupérer un peu, on se dit tiens, s'il faut marquer un deuxième but, on le marquera peut-être plus tard. Et c'est vrai que chaque fois, on a des temps qui sont pas bons du tout dans ces périodes-là. Donc je crois qu'il faut remédier à ça. Les 2 derniers matchs, il faut que, même si on marque les premiers, il faut continuer parce qu'un but, c'est jamais suffisant. Bon, on l'a vu contre Luzenac, hein. On menait 3-1, c'était tranquille, on a eu un coup du sort. Si on ne marque pas 3 buts ce soir-là, eh bien, on est un peu dans la mouise. Mais comme le souligne souvent Patrick dans ses commentaires, je crois qu'avant tout, c'est un manque de maîtrise collective. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on mène 1-0, déjà l'adversaire il réagit, c'est pas une bête morte en face qui ne réagit pas, donc ils ont des choses à proposer. Et nous derrière, on manque de maîtrise collective pour justement soit profiter des espaces qu'ils vont nous laisser, ou soit pour conserver le ballon et attendre la bonne occasion pour tuer la rencontre, comme on dit. Et on manque encore de ça, mais ça viendra si le groupe continue à travailler ensemble en créant des automatismes et une certaine confiance. Voilà. Et de temps en temps, on manque de confiance, c'est clair. Les résultats de cette 36e journée, le rappel des scores que l'on va analyser avec le match nul entre KVI et le Paris FC, partage des points également entre Orléans et Bayonne un partout. KVI sur le match de la journée, KVI Paris FC, c'était un match en retard, c'était lundi dernier. KVI qui a été défait 2-0 par Niort vendredi soir. Beauvais qui dans les derniers instants est rejoint par Épinal 4-3. On aurait bien aimé que Beauvais garde l'avantage au score qui était le sien pendant cette partie. Le Gazélec qui l'emporte 1-0 face au Paris FC. Colmar et Cherbourg se séparent sur un score nul et vierge, 0 partout. Partage des points également sur le fil du rasoir pour Jean-Luc Vanucci qui est allé à Paul Fédoux ramener un point précieux pour Martigues et peut-être pour le maintien national, 3 partout. Nîmes l'emporte donc à Créteil 2-0. Le Poiré-sur-Vie est défait à domicile 2-0 par le Red Star, toujours assez efficace à l'extérieur. Nîmes est bien placé sur le pour premier, en parler. Ils avaient joué à l'extérieur. Sur le premier, le Red Star. Vannes l'emporte 1-0 face à Rouen et Fréjus Saint-Raphaël inscrit 4 buts et en encaisse 2 face à Besançon. Au niveau du classement, eh bien, les positions se figent, c'est de plus en plus de points. Le Gazélec d'Ajaccio qui est toujours premier avec 65 points. C'est 1 point de mieux que Nîmes et que Niort. Alors je rappelle que Nîmes est devant Niort du fait du goal average particulier qui est favorable aux Nîmois, alors que les Niortais sur la différence de but générale est à plus 29 contre plus 25 pour le Nîmes Olympique, mais le règlement de la fédération fait que c'est le goal average particulier qui prime 61 points pour Vannes et pour Épinal. Le trou est fait avec la 6e place, il y a 7 longueurs d'écart avec Rouen qui totalise 54 points, 2 longueurs de plus qu'Orléans. Fréjus 8e avec 51 points, 1 point de mieux que Créteil, 2 par rapport à Colmar. Le Poiré-sur-Vie, le futur adversaire du Nîmes Olympique, occupe le 11e rang avec 46 points. C'est 1 point de mieux que KVI, 2 par rapport au Red Star et au Paris FC. La 15e place revient à Luzenac avec 42 points. 40 points pour Cherbourg et puis à 36 points on retrouve Beauvais
et Martigues, 17e ex-aequo, 19e Besançon avec 35 points, 20e l'Aviron Bayonnais avec 33. On le voit, Olivier, rien n'est encore joué et il reste encore 2 journées particulièrement disputées, que ce soit en haut ou en bas de classement. Oui, nous on a la chance de recevoir Poiré-sur-Vie qui a presque, on va dire, assuré son maintien. On peut le dire, ils ont assuré leur maintien. Donc ils auront au cœur de faire un gros match parce que dans une belle ambiance, dans une belle enceinte, c'est pas tous les jours qu'on joue au Costières, qu'on a des stades comme les Costières. Donc eux, ils vont jouer à bloc pour faire un beau match et prendre du plaisir, décontracter, relâcher. Donc ils vont sans doute bien jouer au ballon. Et c'est là qu'est le danger. Nous, on va être un peu crispés, ce qui est logique, parce que l'enjeu est important. Et après, derrière, New York, c'est pas gagné. Ajaccio, c'est pas fait non plus. Épinal, ils sont pas. Non, il y a du lourd. Moi, j'ai toujours dit que Vannes, je les voyais. Je pense que si Vannes gère bien son affaire, il y a possibilité de passer. Après, ils nous recevront, mais j'espère que d'ici là, on sera passé. Et on espère que Nîmes infligera à Vannes sa première défaite à domicile de la saison. C'est aussi l'objectif. Ouais, moi, je préférais qu'on aille à Vannes déjà, déjà 3e sûr, quoi. Allez, une constatation, le Poiré-sur-Vie n'a plus gagné en déplacement depuis sa victoire à Luzenac 2-1, c'était le 31 mars dernier. Et à l'extérieur, le Poiré-sur-Vie, c'est 5 victoires, 1 nul et 13 défaites. Donc pour un club comme le Nîmes Olympique, Cyril, qui a aligné 14 rencontres sans défaite et surtout une large victoire à l'aller au Poiré-sur-Vie, on se rappelle 3-0 d'ailleurs. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre aller face au Poiré-sur-Vie? Comme l'a dit Johnny, un petit traquenard. C'était le dernier match avant les vacances et bon, voilà, c'était un petit terrain avec une petite tribune. Il pleuvait beaucoup, terrain très gras. Et un début de match assez compliqué, il nous avait mis une bonne pression et on avait su résister avec notamment, c'était le match qui faisait suite aux blessures de Manu Corrèze et de Malik. Donc une équipe de Nîmes assez chamboulée et on avait su faire front et on avait gagné 3-0 là-bas en sortant quand même sur l'ensemble du match un gros match. Avec je crois aussi l'absence de Benoît Poulain, il me semble. Oui, ouais, Benoît, c'est parce que c'était Jo et Vincent Carlier qui jouaient. Voilà, qui n'étaient pas là. 3 buts, Bénézé, Agui et Adou pour cette victoire 3-0 face au Poiré-sur-Vie. On espère qu'il en sera de même, en tout cas pour la joie de la victoire, vendredi soir au Costières. On va enchaîner avec bien d'autres chiffres, d'autres statistiques. Le temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique. Les crocos les plus utilisés par Thierry Froger depuis le début de la saison en championnat, avec Moritala Ogunbi qui est bien premier avec ses 3008 minutes, 35 matchs joués par l'attaquant croco. Deuxième, le capitaine Benoît Poulain, 30 apparitions, 2790 minutes. Troisième, Vincent Carlier, 2325 minutes et 27 matchs. Quatrième, Maxime Poungé, du fait de sa blessure et de son absence rétrograde au 4e rang, 2306 minutes et 28 matchs. Et puis l'entrée de Jonathan Parpex, en lieu et place de Nicolas Bénézé, qui arrive avec 2246 minutes et 28 matchs. Vous concernant, Cyril Merville, il y a eu, on va dire, une période entre le mois de mars et le mois d'avril, durant 3 matchs. C'est Edar Al-Shaibani qui a repris une place de titulaire après une période pour vous qui a été compliquée. Comment vous avez géré celle-ci? Ouais, je pense que voilà, ce qui était logique de la part de l'entraîneur de me sortir puisque j'accumulais les mauvaises performances. En prenant un peu de hauteur et tout ça, je pense que ça m'a fait du bien. J'ai pu me reconcentrer un peu sur moi, j'ai pu retravailler entre guillemets les fondamentaux comme on dit, me reposer un peu mentalement et puis voilà, l'entraîneur m'a laissé trois fois sur le côté et a senti que c'était le moment de me remettre et voilà, et ça se passe bien depuis, donc super content. On imagine aussi qu'au niveau du mental, il y a eu un travail aussi effectué aux côtés de Sébastien Jiménez. Ouais, voilà, c'est comme je vous dis, moi je suis quelqu'un qui m'extériorise pas trop. Je mets tout dans ce que je fais aux entraînements, dans le travail et tout, et je pense que Seb l'a bien compris et m'a bien fait bosser pendant ces 3 semaines où j'étais un peu relâche le week-end. Et voilà, ça m'a fait du bien. Faut pas oublier non plus que j'avais pas eu de préparation au début. Enfin, c'était un peu une saison un peu particulière pour moi. Et je pensais y faire face comme ça, mais bon, le football, voilà, ça nous rattrape quand on fait pas ce qu'il faut. Et voilà, ça m'a permis de souffler et de repartir de l'avant.
On va regarder le classement des passeurs. On parlait tout à l'heure des 19 buts de Sédou Koné. On va d'abord regarder le classement des buteurs. Tiens. Les 19 passes décisives de Ogunbi, les 19 buts inscrits par Sédou Koné depuis le début de la saison. C'est plus que remarquable et on imagine que bien des formations de Ligue 2 aimeraient afficher de telles velléités offensives. Quand on pense qu'il a été suspendu combien de tous ces matchs, oui. Je crois tout et pour tout, il a dû rater presque un mois et demi. Il a raté 2 mois de compétition, il a 19. 19 buts, 8 pour Stivagui qui est deuxième, 7 buts pour Moritala Ogunbi, 4e Nicolas Bénézé avec 6 réalisations victorieuses, 5e Yassine Adou avec 3, 2 buts pour Habib Jean Baldé, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Renaud Ripard et Miodrag Stozic, et 1 but pour Mohamed Ben Yahya, Emmanuel Correz, Lamine Diarrassouba, Abdelmalik Sissane, Wilfried Niflor et Issouf Fouattara. Pas moins de 16 joueurs du Nîmes Olympique ont au moins inscrit cette saison en championnat un but. C'est une statistique qui étonne toujours les adversaires du Nîmes Olympique de voir cette grande diversité, ce grand nombre de joueurs, Patrick, qui ont inscrit un but. Mais disons que c'est bien. L'année dernière, on disait que ça ne marquait pas beaucoup. Il n'y avait que 2 ou 3 joueurs. Ça reposait. Là, cette année, tout le monde peut marquer. Et on l'a vu avec Ogunbi, quand même, qui fait tous les matchs. Et c'est quand même quelqu'un de solide physiquement, parce que quand même, pour faire les matchs, ce qu'il fait, c'est quand même pas un monstre au niveau physique et de tenir toutes les rencontres, parce qu'il est rarement blessé. Et il sait éviter les coups. Et un poste qui est très difficile, où en général, on ne fait pas de cadeaux. Chapeau à lui, parce que les passes, les buts. Quand on pose la question aux joueurs, qu'on se fait qu'autant de joueurs de l'effectif marque, ils vous répondent tous au Ogunbi. C'est une évidence. Il suffit de faire l'appel quand il faut et généralement le ballon il est beau. Donc après, honneur à Moritala Ogunbi avec le classement des passeurs, c'est 19 passes décisives, dont une supplémentaire sur Sédou Koné. Regardez cette efficacité. Même si le but de Koné, c'est vrai que la passe elle existe, mais Koné il fait quand même tout. Il fait sombrero, frappe demi-volée. Mais l'amortie de la poitrine il fait 3 quarts est quand même belle. Oui, c'est sûr. Allez, Stivagui, 3 passes décisives au même titre que Sédou Koné. Une pour ce sextuor composé par Correz, Sissane, Parpex, Poulain, Pounjé, Salaire, auquel il faudra certainement rajouter Sébastien Piocel, d'ailleurs sur votre tête, Mohamed. Oui. C'est vrai qu'il la remet bien. Et... Il cherche une zone, voilà. On peut la considérer comme une passe décisive, même si elle n'a pas été officialisée par la fédération. Ce classement des meilleurs passeurs. Tiens, on était sur des buts, je vais revenir vers vous, Johnny. Que faisiez-vous le 8 août 2001 ? Vous étiez en vacances ou bien vous aviez déjà repris le chemin du championnat ? Non, j'avais déjà repris le chemin du championnat, je pense. Ouais. Bon. Si je vous parle du stade Ennio Tardini. Ah, oui. J'avais repris effectivement le championnat. Alors, vous allez voir ces images, Cyril, vous devez les connaître. Le club qui joue, ce n'est pas l'ACR L'Avignon, parce que le maillot de l'époque de cette équipe italienne ressemblait très étrangement à un maillot que vous aviez bien connu à l'époque à Arles, tout de jaune et bleu rayé. 2 ans auparavant, cette même équipe remportait la Coupe de l'UEFA face à l'Olympique de Marseille. Et puis ce soir-là, une équipe qui s'appelle le LOSC a fait un très très joli coup. Et vous allez voir ce coup franc tiré à 10 minutes de la fin du match, ici par le numéro 21, qui va se loger dans la lucarne d'un certain gardien français qui s'appelle Sébastien Frey. Voilà, le souvenir de Johnny Ecker, inscrivant ce but contre Parme, 2-0 victoire à Parme, sur la pelouse de ce stade Ennio Tardini. Il a retrouvé. Ça fait plaisir de revoir ça. Il t'a pas pour habitude. C'est le maillot c'est le maillot qui était lui. On n'avait pas le choix là. Si tu n'étais pas affûté, là, tu ne jouais pas. Non, ça fait toujours plaisir de revoir ces images-là parce que j'ai pas pour habitude de les voir. Et puis mon fils les regardera peut-être un peu plus tard. Mais c'est beau. C'est beau parce que. Allez, on profite encore une fois de cette frappe. Un petit gauchou. Patrick Champ et sa thèse sur les pieds gauches frappe d'une grande pureté. Et qui plus est face à un club italien, ça fait toujours plaisir quand on voit ça. C'est un missile qu'il a mis. Tu as démarré à gauche, latéral gauche au départ, comme Patrick. Sauf que lui, c'est Raxier quand tu restes Alors pour les historiens du football à l'époque, dans l'équipe de Parme évoluait un certain Sabri Lamouchi, également Martin Getou. Le capitanat de Parme était à l'époque confié à un certain Fabio Cannavaro. Et puis sur le banc lillois, on retrouvait Benoît et Bruno Chéroux. Et puis surtout un certain coach
coach Vaïd. Vaïd. Oui. C'était comment Vaïd. au LOSC à l'époque avec Vaïd Halilhodžić? C'était les guignols. Voilà, ce qu'on voyait aux guignols, c'était exactement ça. C'était quelqu'un qui était très sévère, mais c'était quelqu'un qui était très très fort tactiquement et qui a réussi, je le dis souvent, qui a réussi d'une équipe ou de joueurs très moyens de Ligue 2 à faire des joueurs très moyens de Ligue 1. Et le fait que ce groupe soit très soudé on a réussi à avoir des résultats puisque pour la plupart des joueurs présents, c'était notre première année en Ligue 1 et on finit 3e. La deuxième année, on finit 4e. Donc je pense qu'on avait vraiment, vraiment bien travaillé. Et je pense qu'il faut aussi... il ne faut pas oublier Philippe Lambert qui était préparateur physique et qui est préparateur physique maintenant de l'équipe de France et qui fait passer les diplômes justement de préparateur physique à Clairefontaine. Voilà. 98 matchs joués sous les couleurs lilloises, 73 ensuite avec l'Olympique de Marseille. Entre 99 et 2005, vous avez vraiment évolué dans deux clubs sous les feux des projecteurs de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage justement chez deux clubs très très bien référencés au niveau du football professionnel? Ce que je retiens souvent, on me pose souvent cette question, c'est ma carrière, c'est tout ce que j'ai pu faire parce que j'en suis fier pour mes amis et pour ma famille. Voilà, c'est ma carrière parce que il y a des images, notamment ce coup franc, il y a cette finale de Coupe de France à Vigny, mais j'oublie rien et j'oublie personne. Donc voilà. Après les mauvais souvenirs, et je pense que j'ai deux joueurs avec moi, le plus mauvais, c'est la blessure. Voilà, alors c'est vrai que j'ai été, ma dernière année à Marseille, j'ai été écarté complet puisque je ne rentrais pas dans les plans d'un entraîneur. Donc c'est difficile à vivre, mais le plus difficile, c'est la blessure. Parce qu'on est écarté complet. Donc voilà, moi, mon point positif, voilà, c'est ma carrière. J'en suis très fier. En tout cas, une belle carrière qui s'est conclue comme une boucle. Il fallait que ça finisse en boucle au niveau des pros. Début avec le Nîmes Olympique et fin avec le Nîmes Olympique. J'y tenais. Ça ne s'est pas très bien terminé avec Nîmes, malheureusement. Où 2 opérations de la cheville, 11 mois sur le carreau. Je suis très, très entier. Quand j'aime pas, je dis j'aime pas. Quand j'aime, j'aime. Et en l'occurrence, il s'est passé des choses à Nîmes où ça me plaisait pas. J'ai morflé pour beaucoup, mais je regrette pas. Voilà. Au moins, je peux me regarder dans une glace, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout simplement. La fin de saison du Nîmes Olympique avec ce calendrier qu'on va redécouvrir pour ces 37e et 38e journées. D'abord pour Ajaccio, le déplacement à Épinal et la réception de Niort. On va découvrir les différents tableaux. Voilà pour le Gazélec, les 2 derniers matchs restants. Pour Épinal, la réception d'Ajaccio donc et le déplacement à Colmar. Pour le Nîmes Olympique, la réception vendredi, on le rappelle, rendez-vous à 20h au Costières avec le Poiré-sur-Vie qui va venir au Nîmes Olympique et l'ultime déplacement à Vannes le samedi 26 en plein cœur de la feria de Pentecôte. Pour Niort, il y aura la réception de Beauvais et le déplacement à Ajaccio. Enfin, Vannes qui va terminer sa saison avec un déplacement au Red Star et la réception finale du Nîmes Olympique. Votre avis, Johnny, sur ces calendriers croisés des 5 prétendants à la montée? Il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Je pense que tout le monde est encore dans la course. J'ai l'impression qu'en regardant Vannes, malgré que Nîmes s'y déplace, en sachant qu'ils n'ont perdu aucun match dans la saison, ils ont peut-être le meilleur tableau puisqu'ils se déplacent au Red Star qui eux ne jouent plus rien. Ils reçoivent la dernière journée. Je fais référence à nous quand on avait reçu Laval. Le stade il va être plein, ça va être une fête. Voilà, ce sera pas facile, mais je veux dire, les crocos, il faut savoir se faire. Voilà, c'est très difficile. Mais je pense, pour avoir vu pas mal de matchs et avoir galéré comme Nîmes a pu galérer cette année, je pense qu'ils ne peuvent pas laisser passer cette année. Il faut revivre ça, puis le public que l'on a, on se doit d'être minimum en Ligue 2. Parole importante, Cyril. Ouais, celle de clair, Johnny. D'un ancien de Nîmes, ça fait. Voilà, faut s'inspirer de cette mentalité-là qui, c'est vrai, par moments, cette saison nous a fait défaut sur le terrain. Moi, je suis un peu formé à l'ancienne, donc c'est des discours que j'apprécie énormément. C'est un peu moins le cas avec les joueurs qui sont formés actuellement. Mais c'est vrai que dans des clubs comme Nîmes, je pense que c'est important parce que voilà, il y a une ferveur, il y a une certaine mentalité, il faut s'en imprégner. Et Cyril, sportivement, quand on a le meilleur passeur, le meilleur buteur du championnat, est-ce qu'on peut ne pas monter? C'est possible ou pas? C'est possible si on a la plus mauvaise défense. Mais on l'est pas, on prend plus de buts. Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est un atout indéniable. Ce que je voudrais rajouter sur Cyril, tout à l'heure, quand tu l'as interviewé pour son mauvais passage, il a une franchise que beaucoup de joueurs n'auraient pas. Des moments, on se met derrière des excuses qui sont... Et là, Cyril s'est bien analysé. D'abord, c'était un gardien de métier et c'était pas facile parce que Froger a fait un truc, il a eu du courage d'enlever son titulaire, de le faire mettre 2 ou 3 matchs et de le relancer parce que tout le monde n'avait pas à y gagner. C'était pas sûr d'être gagnant et il a relevé le défi magnifiquement bien en donnant raison au coach. Et je crois qu'il a bien redit tout ce que s'est passé avant et je crois que la lucidité d'avoir ça, les jeunes joueurs devraient prendre un petit peu de la graine, que ce soit sur Johnny Ecker, sur Merville et sur certains anciens. Les anciens du Nîmes Olympique, Johnny. Donc on rappelle, rendez-vous samedi 26 et dimanche 27 à Beaucaire pour ce tournoi. Début des rencontres à partir de quelle heure? À partir de 9h le matin et puis ça va finir à 17h. Donc avec une récompense pour les enfants inédite. Je ne dévoilerai pas tout puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent. Mais ça va être exceptionnel pour eux. Ça va être exceptionnel pour eux. On vous souhaite en tout cas de passer un beau week-end de Pentecôte sur les pelouses beaucairoises avec ce tournoi. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Mohamed. Merci à vous. Une prochaine tête victorieuse très bientôt, d'ici la fin de saison. Et on lui souhaite d'être là encore l'année prochaine parce qu'il a fait une superbe entrée. On ne le connaissait pas, c'est vrai. Il arrive dans le groupe pro, il s'impose, il marque. Franchement, moi, il faut avoir une force de caractère énorme parce qu'en plus, il finit difficilement le match puisqu'il marque contre son camp. D'autres auraient plongé la tête. Il ressort, il arrive, il donne la victoire finale au Nîmois. Je dis c'est bien, continue, bravo, félicitations. Belle surprise. Si je peux dire 2 mots sur Mohamed, ce que tu as fait sur le but, c'était 15 ans en arrière, c'est contre Nîmes, j'ai fait exactement la même chose. Donc j'étais remplaçant, je suis rentré, je marque pratiquement la même chose, la même position que toi. Donc je te souhaite d'avoir la réussite que j'ai pu avoir avant tout. Le talent, je pense que tu l'as, sinon tu ne serais pas là. Et puis pour Cyril, c'est vrai qu'il fait partie des anciens, mais c'est un gardien que je ne me rappelle pas avoir joué contre, peut-être une ou 2 fois peut-être. Voilà. Mais voilà, c'est un gardien que la mentalité j'apprécie. Voilà. Et puis en plus à Nîmes Olympique, donc ça me plaît bien. Après, ce qu'il ne te dit pas, Johnny, c'est qu'il mettait 6-7 buts par saison. Quoi. Donc, il mettait 4-5 de la tête, il mettait 2-3 coups francs. Pour un défenseur, je me rappelle, quand il montait, quand les matchs étaient tendus, on espérait qu'il vienne mettre sa tête, lui ou Valo. Et puis, c'est vrai que Johnny était un super joueur de tête. Il était important. C'est l'âme d'un défenseur, puis c'est l'âme aussi des Nîmois, parce que voilà, quand on montait, on ne voulait pas faire le voyage. La vide. Je n'aimais pas trop courir, moi. Messieurs, avec un tel état d'esprit, rendez-vous vendredi au Costières. Pour vous, Cyril et Mohamed, avec la tunique rouge. Pour vous, messieurs, derrière votre micro de commentateur. Pour vous, Johnny, dans les tribunes de ce stade des Costières pour pousser les Crocos vers cette montée en Ligue 2. Merci de votre fidélité à Croco Hebdo et allez Nîmes. Allez Nîmes, bonsoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.